Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode très attendu, celui qui célèbre les 25 ans cette année de la cultissime série Sex and the City. Alors on sait très bien vous et moi qu'on va avoir un problème tout au long de la vidéo avec l'état d'esprit un peu prude des réseaux sociaux qui ne supportent pas les mots de vocabulaire olé olé. Comme dirait Samantha, it's about time for you to get laid. Afin de heurter la sensibilité de personne, nous remplacerons donc le mot qui fâche par caliente. Anecdote folle, histoire rocambolesque, casting surprenant, plongez avec moi dans les coulisses de cette série emblématique qui a révolutionné la télévision. Maybe we could be each other's soulmates. 24 sur 2, troisième. Débute avec une certaine Candace Bushnell, journaliste pour le New York Observer, qui arrive un matin dans le bureau de son rédacteur en chef, Peter Kaplan, et lui propose une idée d'article innovante. Une rubrique qui parlerait d'elle, de ses amis célibataires et de leur vie. Le rédacteur en chef approuve et c'est lui-même qui propose le titre, Caliente and the City. À la suite du succès de ces chroniques, elles seront rassemblées dans un livre qui aura son petit succès lui aussi et servira d'inspiration au développement de la série. En effet, Darren Star, scénariste et producteur à l'époque, voit l'occasion de créer une série qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qu'il aurait lui-même envie de voir à la télévision. Fort de ses précédents succès, comme par exemple Beverly Hills 90210, Melrose Place ou encore Central Park West, un peu moins connu que ses prédécesseurs mais quand même, Darren Star adore le concept. Une série avec une perspective unique sur les femmes. Contrairement à de nombreuses séries, les personnages féminins ne sont pas définis par les hommes. Elles sont indépendantes. What are you fucking crazy? That's your answer? Elles ont une vie professionnelle, elles parlent ouvertement de leurs désirs et de leurs défis pour essayer de trouver une relation épanouissante. I wanted to kill him. And he's standing there giving me the what's the big problem eyes. You know, I don't understand you. Like it's my problem. Okay, just calm down. There are ways to make this work. It's just 7 months and you can go visit him in Paris and he can come back here. No, it's not about that. It's about the fact that I wasn't even a factor in his decision-making process. Totally. Men do this all the time. Women walk around thinking we, and their version of we is me and my dick. Totally. I mean, just tell me what's going on. Is that too much to ask? Carrie, I'm thinking about going to France for the rest of my life. Am I right? Totally. You know, 1 minute he's all over me, and the next minute he's pushing me away, and I just cannot believe this is happening again. Yes, all right. Calm down. There'll be no breaking of things. Why do I keep doing this to myself? I must be a masochist or something. Une série qui transmet un message extrêmement important et jusque-là encore très novateur dans les années 90. He's just not that into you. So move on. Have a great day. C'est ok d'être célibataire. Il propose alors le concept à Michael Patrick King, scénariste et réalisateur, qui adore et se lance donc dans l'aventure avec lui. Encore faut-il trouver une chaîne télé qui accepterait de diffuser une série de ce genre. Comme je le disais, nous sommes dans les années 90. L'état d'esprit sur les femmes n'est pas aussi libéré que celui qu'on connaît aujourd'hui, et certainement pas pour parler de leurs désirs. I'm dating a guy with the funkiest tasting spunk. Dans un premier temps, les deux hommes pensent se tourner vers la chaîne ABC, qui est l'une des plus grosses chaînes de télé américaines. Mais très vite, ils estiment que la chaîne HBO serait probablement une meilleure cible pour eux. La chaîne est réputée pour être une chaîne plus ouverte que les autres et semble donc être la meilleure option. Mais les deux hommes ne sont pas forcément plus à l'aise que ça. La série est réellement différente de ce qu'on peut voir jusqu'à présent. But he doesn't want to sleep with me. Gay. Mother issues? Elle aborde des sujets sincères et provocateurs. Très provocateurs. Lorsqu'ils présenteront leur pitch au président de la HBO, Chris Hallberg, deux options s'offriront à eux. Soit il en rira, soit il les jettera dehors. Et pour leur plus grand bonheur, eh bien c'est la première option qui l'emportera. Après lecture de l'un des articles de Candace Bushnell, le président de la HBO adore le principe novateur et ressent la passion de Darren Star pour le sujet. C'est donc le feu vert assuré.
La série a mis un point d'honneur à s'inspirer au maximum des articles de Candace Bushnell. Prenez par exemple l'article Downton Babes Meet Old Greenwich Girls, qui parle de l'une de leurs anciennes copines fêtardes qui a finalement rencontré un homme d'affaires qui s'est marié, a déménagé en dehors de la ville et a eu des enfants. Une personnalité qui ressemble très fort à celle de Lainey dans la première saison de la série. Et pour garantir l'authenticité de la série, il était important pour son créateur de s'entourer d'une excellente équipe de scénaristes. Il a fait le choix de n'engager que des scénaristes féminines, des scénaristes femmes, elles-mêmes célibataires, qui se servaient de leur propre vécu pour écrire les épisodes. Comme une espèce de règle sacro-sainte, les scénaristes avaient décidé de ne s'engager dans aucune relation sérieuse jusqu'à la fin de la série, leur permettant ainsi de continuer leur période de dating, de sortir et de raconter l'essentiel de leur soirée le lendemain matin à leurs collègues. Les scénaristes mettaient un point d'honneur à ce que chacun des épisodes comporte au moins une histoire qui leur soit véritablement arrivée. Prenez par exemple l'épisode où Burger, oui, l'homme s'appelle Burger, largue le personnage de Carrie sur un post-it. So, Carrie, what was your news? Oh, Burger broke up with me on a post-it. On a post-it? Yep. Read it and weep, my friends. I'm sorry I can't. Don't hate me. The motherfucker's concise. La scénariste Liz Tuccillo a confirmé que cette histoire était véritablement arrivée à l'une des scénaristes dont elles ont bien sûr toutes tu le nom. Et comme dans toute création, il arrive en général qu'on change d'avis à de multiples reprises avant de faire le choix définitif. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'appartement de Carrie Bradshaw. Dans un premier temps, vous pouvez déjà constater que l'intérieur de son appartement a largement évolué au fil des saisons. Au départ, elle n'écrivait pas à la fenêtre, son appartement n'était pas agencé de la même façon, et au lieu de retrouver son lit en arrière-plan, on y voyait un mur. En plus de l'intérieur, les changements ont également eu lieu à l'extérieur. Et le site I'm Not a Stalker, que vous retrouverez en description de la vidéo, nous les a tous retrouvés. Ainsi, dans la série, on détermine son adresse au 245 East 71st Street. Le premier décor extérieur visible dans les 2 premiers épisodes de la saison 1 se trouve au 960 Madison Avenue. Ce n'est que quelques épisodes plus tard que l'extérieur de l'appartement réapparaît et magie, il a changé. L'appartement se trouve à présent dans une maison de maître au 36 East 62nd Street, une maison qui a disparu en 2006 après que le propriétaire des lieux, Dr. Nicholas Botha, ait décidé de faire dynamiter sa maison suite à un divorce houleux. L'homme souhaitait se suicider et par la même occasion se venger de son ex-femme. Au moins c'est radical. Dans la saison 2, l'appartement se trouve à nouveau dans un autre décor. Nous sommes à présent au 64 Perry Street dans le West Village. Et si vous êtes un ou une énorme fan de la série, cette adresse ne vous sera pas totalement étrangère, puisque quelques épisodes plus tard, c'est au 66 Perry Street, soit à la maison voisine, que l'appartement de Carrie Bradshaw s'installera définitivement. Pourquoi ? Eh bien parce que vraisemblablement les escaliers étaient un peu plus glamour à côté. Et les changements ne se sont pas arrêtés au décor. En effet, dans le premier épisode, vous remarquerez que les personnages sont interviewés, présentés de façon très corporate, et que Carrie a tendance à s'adresser directement à la caméra pour nous parler. Au départ, l'équipe avait eu la volonté d'inclure le spectateur dans la création de l'article, un peu comme s'il l'écrivait avec le personnage principal finalement. Mais très vite, ils ont estimé que ça cassait complètement la dynamique, et qu'ils risquaient de perdre les gens en cours de route. Finalement, l'idée a été totalement abandonnée, et plutôt que d'écrire l'article avec l'auteur, le spectateur regarde l'auteur écrire. Vous le savez comme moi, le casting est d'une importance capitale, et celui qu'on connaît aurait pu être tout à fait différent. Le personnage de Mr. Big avait été prévu pour Alec Baldwin au départ, mais après avoir rencontré Chris North, Darren Star a eu un coup de cœur et a changé d'avis. Have you ever been in love? Absolutely. Pour le rôle de Samantha, Lou Thornton avait été envisagé avant de se faire coiffer au poteau par la très célèbre Kim Cattrall, dont la notoriété n'était plus à faire à cette époque. La pauvre Lou Thornton n'avait pas obtenu le rôle pour une raison tout à fait compréhensible. La jeune actrice avait le même âge que ses co-stars, ce qui ne correspondait absolument pas au personnage de Samantha qui avait 10 ans de plus que ses copines dans la fiction. You bought a pregnant woman a bottle of scotch. The invitation said BYOB. That meant bring your own baby.
Sandra Bernhard s'est vue proposer le rôle de Miranda, mais l'a refusé parce qu'elle trouvait le scénario bof, le salaire médiocre et qu'elle n'avait pas particulièrement envie de travailler avec Sarah Jessica Parker. C'est finalement l'actrice Cynthia Nixon qui l'a obtenu. Going out of business sex, what do we think? No. Okay, quick draw, give it a second here. No. We like each other, we respect each other. It could be nice. Romantic. No. Après une audition flop pour le rôle de Carrie Bradshaw. D'ailleurs, pour ce rôle, Sarah Jessica Parker avait été envisagée très tôt. Cependant, l'actrice n'était pas certaine de vouloir quitter le théâtre et le cinéma et était à 2 doigts de refuser le rôle. En attendant sa réponse, de nombreuses actrices ont été envisagées, à commencer par Christine Davis, qui a finalement refusé le rôle après avoir lu la description du personnage de Carrie dans le scénario de l'épisode pilote. En effet, Carrie avait été décrite comme ayant le corps de Heather Locklear et l'esprit de Dorothy Parker. Une description dont elle s'estimait être très loin. Après avoir fait pression sur ses agents, elle a finalement réussi à obtenir une audition pour Charlotte York qui lui semblait bien plus appropriée. Please, Charlotte. I feel bad enough already. Good. You should feel bad. Do you ever think about how she'd feel if she found out? Yes, I think about it all the time. No, you don't. You think about what would happen to you if she found out. You don't think about her. She's just the idiot wife. You don't know anything about her. Okay, in a minute, I'm gonna suffocate myself in this bubble wrap. This isn't a joke, Carrie. They took vows. Vows he broke. Dana Delany, connue pour son rôle dans la très célèbre série Desperate Housewives, s'est vue proposer le rôle et l'a refusé à cause du mot caliente dans le titre. En effet, l'actrice avait déjà joué dans quelques séries au nom aguicheur et avait peur d'être catégorisée. Le rôle a par la suite été proposé à Lisa Edelstein, qui allait devenir Carrie Bradshaw sûr et certain. Son contrat était prêt et presque signé, jusqu'au moment où Sarah Jessica Parker a finalement accepté le rôle et coupé l'herbe sous le pied de l'actrice. L'expérience l'a d'ailleurs tellement marquée que Lisa Edelstein a admis ne jamais avoir regardé la série par la suite. Mais avant que tout ce beau monde ne s'essaye au rôle, Mädchen Amick, actrice qui jouait le rôle de Carrie Fairchild, jeune journaliste qui travaillait pour un magazine, dans la série Central Park West, dont je vous parlais un peu plus tôt au début de vidéo, eh bien s'était vu proposer un spin-off de la série autour du personnage de Carrie. Carrie, I'm calling because someone at the Globe might be doing a story on me. Oh, congratulations. Mais l'actrice a élégamment refusé la proposition, souhaitant s'occuper de ses enfants plutôt que de passer à nouveau des heures entières de tournage sur un plateau. Caliente and the City aurait donc pu être très différent. Saviez-vous qu'au départ, Carrie Bradshaw aurait dû être brune? C'était ainsi qu'elle avait été décrite dans le scénario pilote, mais à la veille du tournage, l'équipe a changé d'avis car ils souhaitaient qu'elle ressemble le plus possible à Candace Bushnell. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a une couleur de cheveux qui se rapproche très fort du brun dans le premier épisode. En parlant de Candace Bushnell, elle a admis quelques années plus tard que Carrie était un nom d'emprunt qu'elle utilisait dans ses articles pour parler d'elle-même. La jeune femme ne souhaitait pas que ses parents fassent le lien entre sa vie intime et elle, et donc elle a gardé le secret. Et ce n'est pas la seule à avoir fait des cachotteries. Christine Davis a admis n'avoir jamais parlé de la série à sa grand-mère, puisqu'elle ne voulait pas la choquer. Grâce à l'aide de ses parents, le secret est resté intact, et elle a également demandé à ses parents de ne jamais regarder une certaine scène en particulier qui la gênait beaucoup, ou en tout cas que s'il l'avait vue, il ne devait pas lui dire. Mais les parents de Christine Davis adorent la série, même si sa mère désapprouve un petit peu la façon de vivre de Samantha. Well, the bad news is you're fired. The good news is now I can fuck you. Le père de Christine Davis s'est même servi de la série pour l'un de ses cours universitaires sur le mariage et la sexualité. Sarah Jessica Parker avait quelques conditions pour son rôle. D'abord, elle ne voulait pas que son personnage ne dise trop d'insultes, et enfin l'actrice avait une clause de non-nudité dans ses contrats, ce qui explique que vous ne voyez jamais l'actrice sans ce soutien à gorge, bien que ce soit le cas de toutes ses collègues. La saison 5 est la seule saison à n'avoir que 8 épisodes, et pour cause, Cynthia Nixon
et Sarah Jessica Parker sont tombées enceintes toutes les deux durant la saison 5. Le personnage de Cynthia Nixon, Miranda, ayant justement accouché, l'équipe a joué avec les rondeurs de l'actrice pour dire qu'elle était en postpartum. Par contre, pour Sarah Jessica Parker, il était impossible d'inclure sa grossesse à son rôle, puisque ça n'aurait juste pas du tout été avec le personnage de Carrie. L'équipe a donc camouflé sa grossesse avec des vêtements adaptés au fur et à mesure des épisodes. Et enfin, Candace Bushnell a expliqué les raisons pour lesquelles Mr. Big s'appelle Mr. Big. Did you have a real life Mr. Big in your life? I did. And well, what happened was basically what happened in the series. It really kind of followed my relationship with my real Mr. Big, you know, on and off. It was frustrating. Did he love me? Did he not love me? Nom qu'elle avait elle-même inventé. Et la raison pour laquelle il s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce que lorsque l'homme entre dans une pièce, eh bien, on ne remarque que lui. Vous l'aurez compris, si pour certains il s'agit uniquement d'une série de nanas, pour d'autres, il s'agit plutôt d'une série qui a redéfini les normes grâce à sa perspective unique sur les femmes. I love my life, and I will not be made to feel inadequate by all this baby talk. I spoke to a woman with a master's in finance. All she wanted to talk about was her diaper genie. Oh, come on, you guys. It doesn't have to be like that. You don't have to lose yourself to have a kid. I know plenty of cool, hip mothers who live in the city and who still have great careers and stuff. I'm thinking about quitting my job. Did you get an offer from a better gallery? No, I mean stopping working. Altogether. Really? Yeah. I've been driving myself crazy lately just trying to get everything done, and Trey suggested that... Trey suggested? Well, he mentioned that maybe I might quit. And I mean, really, I have just been driving myself crazy. And for what? The gallery? What has the gallery ever done for me? You love your job. I know. But there's so much more I could do with my life. Like what? Well, soon I'll be pregnant, and that'll be huge. Certains diront que c'est une série féministe, d'autres diront que non, dû à la happy end à la fin puisque Carrie finit en couple avec Mr. Big. Le créateur Darren Star, qui avait d'ailleurs quitté l'écriture et la réalisation de la série après 2 saisons, a en effet souligné qu'il trouvait dommage que cette fin ait été choisie puisque selon lui, elle allait totalement à l'encontre du message de la série. I have bought Kira an engagement gift, a wedding gift, then there was the trip to Maine for the wedding, 3 baby gifts. In toto, I have spent over $2,300 celebrating her choices. And she is shaming me for spending a lousy $485 on myself? Yes, I did the math. But those were gifts. I mean, if you got married or had a child, she would spend the same on you. And if I don't ever get married or have a baby, what? I get bupkis? Think about it. If you are single after graduation, there isn't one occasion where people celebrate you. A contrario, Sarah Jessica Parker, elle, était parfaitement satisfaite de cette fin, estimant que le personnage avait suivi ses envies et était en accord avec elle-même. Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fin de cette vidéo et si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à m'écrire caliente dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre un petit like également. Quant à moi, je vous abandonne avec le prochain duel et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, coupez. Cette semaine, le vote sera entre Whiplash et Fight Club. N'hésitez pas à me faire part de votre choix en commentaire de la vidéo. Vous avez quelques jours.